Aujourd'hui, on va parler de la chute de Kering qui a perdu depuis les plus hauts environ 55% et qui est revenu sur les niveaux de 2017. On fera une valorisation par DCF, la valorisation de Graham et on essaiera d'en déduire si c'est le bon moment ou non. Alors, il y a quelques jours est paru un article sur Capital qui disait LVMH et Kering chute en bourse après l'avertissement de Burberry. Hermès résiste mieux. Oui, parce qu'Hermès est réputé comme être de meilleure qualité dans le monde du luxe. Et donc, forcément, quand il y a une chute sur le luxe, c'est Hermès qui résiste le mieux. Ensuite LVMH, ensuite Kering. Mais ça ne veut pas dire que Hermès est mieux en bourse que Kering, puisque l'entreprise peut être mieux gérée. Mais si les prix sont plus attractifs ici ou si les perspectives de croissance sont plus importantes ici, il faut complètement décorréler la qualité et le premium d'un sac à main Hermès et la valorisation de la société Hermès comparée à l'équivalent Kering. Donc ici, il disait que avec le groupe du luxe britannique Burberry plongeait vendredi 12 janvier à Londres après avoir revu une nette baisse de sa prévision de résultats pour son exercice annuel décalé qui s'achèvera fin mars, invoquant le ralentissement de la demande du luxe. Le titre Burberry reculait de 7,09% à 1264 pence vers 8h45 GMT, après avoir perdu plus de 14% dans les premiers échanges vendredi matin. Nous nous attendons maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté annuel soit de l'ordre de 410 millions de livres à 460 millions de livres, 477 à 535 millions d'euros, moins que la précédente fourchette 552-668 millions de livres, selon un communiqué du groupe. Alors effectivement, c'est une mauvaise nouvelle parce que quand on revoit les prévisions à la baisse, c'est un mauvais signe. Attention, ça ne veut pas dire non plus que l'entreprise va s'écrouler de 10, 20, 30, 40% et la chute de 55% n'est pas forcément justifiée sur cette unique revalorisation à la baisse. Il s'agit d'une nouvelle dégradation, par contre effectivement une énième, ça commence à faire beaucoup, de la situation du groupe de luxe qui avait déjà prévenu en novembre d'une baisse de la demande mondiale et publié un recul de 18% de son bénéfice pour son premier semestre décalé. Burberry indique vendredi que son chiffre d'affaires a reculé 7% sur un an pour son troisième trimestre achevé en décembre à 706 millions de livres. Il précise avoir vu ses ventes reculer de 15% dans la région Amérique sur la période à périmètre comparable. Donc effectivement, mais ça ne remet pas en question forcément les ratios. Si on va voir ça, si on regarde là, on voit ici que le chiffre d'affaires donc, a eu une énorme chute jusqu'en 2011 et on est sur une belle remontée depuis. Donc on voit qu'on est sur... Le management a bien compris ici et tout a l'air d'être bien aligné pour repartir sur une croissance. Les bénéfices nets sont également en croissance depuis un long moment. Au niveau des ratios des marges nettes, la marge nette alors elle était déjà pas mal du tout ici. En 2016, on a eu un léger accro. À aller voir pourquoi, lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Mais depuis 6-7 ans, on est quand même pas mal du tout. On est au-delà de 15% avec une année à 13. Mais globalement, on se situe dans une fourchette entre 14 et 19%. Donc avec une moyenne à 17, ce qui est pas mal du tout. Si on regarde le nombre d'actions en circulation, on est en constante diminution, ce qui est une très bonne chose. Et on a des gros paliers, puisqu'on voit bien que des fois on passe de 125 à 124, 124 à 122, c'est pas mal du tout. Si on regarde maintenant au niveau du screener 2, le screener 2, on a un ROCE qui est vraiment bien. On était entre 6 et 10% jusqu'en 2017-2018 et depuis on voit bien comme le chiffre d'affaires et les marges qui sont montées. En 2017-2018 il y a eu quelque chose et on voit que le ROCE monte très fortement et on est au-dessus de 20%, ce qui est une très bonne chose. Les belles entreprises en 20% et au-delà, 25-26%, à voir si c'est maintenable à 26%, mais dans tous les cas, au-delà de 20%, c'est très beau. Au niveau des free cash flow, on était en stagné jusqu'en 2016 et on est en constante augmentation avec un loupé ici en 2019, on a eu un accro, mais globalement, on est quand même sur une croissance générale, donc c'est pas mal du tout avec 3 milliards comparé à 4 l'année avant, donc à aller voir pourquoi. Est-ce qu'on avait eu un regain du luxe par rapport à la Chine et cette année-ci, en 2022, pourquoi on est redescendu? Est-ce que 2023 sera meilleur ou non? C'est la question à voir. Si on regarde maintenant au niveau du price to free cash flow, on est à 23. 23, c'est pas mal du tout, c'est dans la moyenne, c'est ce qu'on avait depuis un long moment. On est à peu près au milieu, on a eu des années basses à 15, mais globalement, rien d'exceptionnel. On ne le paye pas cher, on ne le paye pas peu cher. On est à peu près au milieu concernant le free cash flow, et c'est ce qui importe le plus. Si on regarde au niveau du screener 3, on a le PER par contre qui est excessivement bas. On a très rarement eu ça, PER de 12,5, et on voit bien que depuis 2009, on n'avait pas eu ce PER là. On a eu
un petit peu en bas en 2012 à 13 et quelques, mais là on n'est jamais descendu aussi bas depuis très longtemps, donc ça pourrait être le moment, évidemment si la société n'a pas prévu de plonger, mais globalement ça pourrait être le moment de rentrer en position si jamais on estime que les bénéfices futurs vont continuer à être stables, voire augmenter, enfin bref, s'il n'y a pas de danger à l'horizon. Si on regarde au niveau de la dette nette, on a une légère dette en augmentation, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Quand on voit le chiffre d'affaires, et surtout la marge nette et le free cash flow comparé à la dette, on voit que ça peut se repayer rapidement. Et surtout, ce qui compte, c'est toujours pareil, c'est les intérêts annuels, puisque vous pouvez avoir une dette de 10, 20, 30, 100 milliards, mais si derrière vos intérêts sont extrêmement faibles, ça ne met absolument pas votre business en danger. Je caricature, mais si vous avez des free cash flow de 1 milliard et que vous avez une dette à 100 milliards, oui, vous avez 100 fois les free cash flow en dette. Mais si vos intérêts sont de seulement 50 millions par an, vous rentrez 1 milliard pour payer 50 millions, donc la dette totale ne veut absolument rien dire. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est pour autant que c'est open bar et qu'il faut prendre une méga dette, mais globalement, une dette toute seule ne veut rien dire, il faut aller voir les intérêts. Donc c'est ce qu'on ira voir tout à l'heure. Au niveau des capitaux propres, on est en constante augmentation, on a quelques années avec des loupés, mais globalement, on est quand même passé de 9 milliards à 14 milliards. Ça croît doucement, mais ça croît quand même, donc on est quand même sur une bonne chose. Et au niveau de la capitalisation, on a eu une énorme poussée, et puis depuis 2021, vu que le luxe, on dit que la Chine, qui est la locomotive du monde, et surtout pour le luxe, patine un peu, on a une descente aux enfers pour les sociétés du luxe, Kering, LVMH et Hermès, mais surtout Kering en tête. Donc les ratios sont plutôt bons, il n'y a pas l'air d'avoir péril dans la demeure. Si on regarde au niveau des projections, ici, finance, bénéfices annuels attendus, on est ici donc en 2022, 2023, on n'a pas encore eu tout, mais globalement on estime à 25,56. Alors si on se met en semestriel, on a déjà eu H1, H2, donc normalement ça devrait être plutôt fiable. Et donc si on se met sur l'année, 25,56, effectivement, on est en baisse par rapport à l'année dernière, et l'année prochaine ce sera 26, donc on va dire qu'on stagne en gros, même si on est techniquement sur le papier, on est en croissance, mais on est sur l'épaisseur du trait. Et puis ça devrait reprendre vers 2025 et 2026 à 29, proche de 30 et 33. Donc on voit que là on est dans un petit creux. Est-ce que c'est pas ça que le marché anticipe? Tout simplement parce que il y a des particuliers mais aussi des institutionnels en bourse, et donc il se peut très bien que comme le luxe va patiner pendant une année ou deux, ou peut potentiellement patiner pendant une année ou deux, eh bien les institutionnels peuvent très bien se rabattre sur d'autres valeurs en bourse, comme par exemple les sociétés sur l'IA, pour essayer de gratter 5-10% sur l'année et revenir ici en 2024 ou 2025 pour reprofiter de la croissance ici qu'il y aura à nouveau sur Kering. C'est une probabilité, mais ce n'est non négligeable en bourse. Le but est toujours de tirer le meilleur rendement possible. Donc si pendant quelques années les pétrolières n'ont pas la cote, les institutionnels se séparent de ces valeurs-là et foncent sur la technologie, et inversement, si on repart sur le luxe pendant une année ou deux, c'est ça qui tire, donc c'est là-dessus qu'il faut être. Donc il se pourrait que la baisse excessive soit due à ce genre de comportement. Attention, ça ne veut pas dire que c'est sûr que c'est ça, mais globalement, on le sait, en bourse, il y a des phases d'euphorie et des phases de peur, et souvent c'est dans l'excès, c'est très souvent dans l'excès, ce qui fait que les mouvements sont complètement erratiques, et souvent c'est là qu'il y a des affaires à faire, puisque le marché réagit toujours beaucoup trop. Alors sur le long terme, non, puisque cela s'équilibre, mais sur du très court terme, il y a souvent des phases qui sont bien au-dessus ou bien en dessous de ce qui aurait été normal de faire. Bien évidemment, le but est de creuser les rapports financiers pour voir si les ralentissements sont avérés, si le management est confiant ou non, s'ils ont d'autres sources ou d'autres perspectives en vue pour pallier ce manque de chiffre d'affaires qu'il pourrait y avoir, et s'ils se disent que c'est une année ou deux difficile à faire, mais que globalement sur le long terme ils sont plutôt confiants ou non. Si on regarde au niveau des intérêts, alors on va dans déclaration, on met annuel, on se met ici, hop, charge d'intérêt après déduction intérêt. On est à 196 millions, donc on se rend compte qu'on a 196 millions, allez 200 millions, sur des revenus nets qui en gros sont à 3,6 milliards. Donc même si les revenus nets ne sont pas le free cash flow, on voit quand même les ordres de grandeur, c'est énormissime, 3,6 milliards et vous devez payer 200 millions, ce qui est largement atteignable, c'est complètement payable, il n'y a aucun souci. Si on regarde maintenant du côté de la valorisation, alors ici j'ai remis absolument tous les chiffres qu'on avait sur TradingView. Si on se remet là et que on quitte ici et qu'on regarde le PER,
un PER d'environ 12,5 et sachant qu'on a une moyenne, une médiane à 25 environ, on voit bien qu'on est environ aux alentours de 25, encore une fois ce n'est pas au point près, mais globalement du 25, donc si on se met ici, on a un PER de 25 ou de 14, j'ai mis 14 pour pas avoir le point le plus bas, mais globalement c'est ici. Si on fait une première valorisation grossière, ce qui veut dire un multiple moins la dette, on a 646, oui mais encore une fois c'est une photo à l'instant T, c'est-à-dire que c'est les revenus fois le PER. Évidemment, si on met du 14, ça change absolument toute la valorisation. On passe de 646 à 334, mais cette valorisation prend uniquement en compte une photo à l'instant T. Vous pouvez très bien prendre une photo à cet instant T avec le RN fois le multiple moins la dette divisé par le nombre d'actions, mais si le revenu net dans les années à venir a prévu de chuter, forcément cette valeur-là va chuter également et les investisseurs anticipant toujours pour éviter de perdre de l'argent, la valorisation, la photo que vous voyez aujourd'hui, en fait va se dégrader avec les années futures, donc ça ne vaut pas le coup d'investir. Donc attention, cela reste une photo maintenant tout de suite avec le nombre d'actions fixes, avec la dette d'aujourd'hui, avec le multiple qu'on est prêt à payer aujourd'hui. Si demain le multiple, les gens sont plus prêts à payer puisque Kering est une mauvaise société, que ça se sait que c'est mal géré, peu importe, le PER va peut-être passer à 10 ou 8 et les gens ne seront plus prêts à mettre aussi cher dans cette valeur, tout simplement parce qu'ils la délaisseront et donc le prix va forcément, la valeur va forcément baisser. Si aujourd'hui vous estimez que le luxe se paye bien plus cher que ça et que c'est une phase d'anomalie et qu'on serait plutôt à un PER classique d'une vingtaine à environ 20, eh bien forcément votre valorisation remonte. Donc attention, c'est une photo à l'instant T, ça ne prévoit absolument pas les gains futurs. On a aussi la valorisation de grammes pour voir si vous êtes cohérent par rapport à la valeur, par rapport aux obligations, etc. Globalement, vous êtes à 365. Aujourd'hui, on est à 346. Donc globalement, on est sur la fair value selon la valorisation de grammes. Encore une fois, attention, ça, c'est pas une valorisation avec les gains futurs, c'est seulement par rapport à ce qu'il y a d'autre sur le marché. Et donc, ça met juste en valeur si la société est plutôt complètement surévaluée, complètement sous-évaluée, ou si vous pouvez être pas trop loin de la vérité. On voit aussi qu'avec le bénéfice actuel, on a environ un rendement de 8%, ce qui est vraiment pas mal pour une valeur du luxe. Alors ça s'explique avec le PR qui est relativement bas. Et sur le bénéfice prévisionnel pour l'année prochaine, on a un bénéfice par action un rendement qui serait de 7,37. Donc même si l'année prochaine, au lieu de 25, même on passe à 24, mettons, vous auriez presque du 7% de rendement, ce qui est vraiment pas mal sur une valeur du luxe, et sachant que si c'est 2-3 années à passer dans le mal, dans le dur, derrière, vous avez peut-être du 7% pendant 2-3 ans, et ça repartira peut-être éventuellement à 8, 9, 10, 15%, et il se peut que dans 3, 4, 5, 7 ans, vous ayez du 10-12% sur une valeur du luxe, ce qui serait quand même très beau. Si on passe maintenant à la valorisation par DCF, j'ai remis ici tous les free cash flow qu'on a eu les années précédentes, jusqu'à cette année-là, et ça nous fait une croissance moyenne qu'on avait de 15%. Donc vous avez eu en gros 15,7% chaque année sur les 10 dernières années, ou même les 12 dernières années. Si on fait la valorisation par DCF, on arrive à 446, sachant que j'ai mis une croissance future de 2%. C'était tout simplement pour être extrêmement sévère par rapport aux 2-3 années futures, puisqu'on estimait qu'on avait potentiellement une perte, puis un regain. Donc j'ai matérialisé ça pour les années futures, la décennie future à environ 2%, ce qui est relativement sévère parce que même si on fait une année ou deux à moins 10% et qu'après on repart à plus 10%, sur 10 ans ça fait maigre. Si je mets une croissance moyenne de 5% par an, ce qui est quand même relativement plus juste parce que ça prend en compte les 2 prochaines années qui sont vraiment pas top, plus les 5-6 années d'après qui seront bien mieux, on arrive quand même sur du 586 si on met du 2 pour être sévère, parce qu'on ne sait absolument pas prédire le futur, on a plutôt du 446. Donc on voit bien qu'il y a quand même une sacrée prime de risque d'une centaine d'euros entre la valorisation par DCF que j'affiche ici, qui n'est pas forcément la vérité absolue, et le prix actuel. Si on regarde du côté de Gros Focus, il nous donne une fair value à 719, ce qui est énormissime, ce qui fait une marge de sécurité de 50%. Attention, attention, avec le DCF, oui, Gros Focus est plutôt fiable, mais on voit ici un growth rate à 13,8, ce qui est un peu beaucoup. Si on fait ici, par exemple, l'EBITDA sur les dernières années, on a une trendline à 7,91%. Si on regarde le free cash flow sur les dernières années, on a une trendline à 8,44%, avec forcément des années avec des hauts et des bas, mais globalement une trendline à 8,14%. Si on met earning per share, on a une trendline à 7,77. Donc on n'est pas à ce niveau-là. Et surtout, si on regarde les revenus, on voit qu'on est en légère descente. Alors, à aller voir pourquoi, puisque sur TradingView, je n'ai absolument pas ça, mais globalement, il nous donne une trendline qui n'est pas géniale. On voit qu'on a eu un beau creux,
puis une remontée. Lui, c'est parce qu'il voit très très loin, mais globalement, si on considère que depuis 2012, c'est du mieux, il faut aller voir s'il y a une nouvelle équipe dirigeante, un nouveau management, une nouvelle stratégie, on voit quand même qu'on est sur du mieux. Si on considère que c'est l'équipe dirigeante depuis le début, bah peut-être qu'on est juste dans une cuvette et que ça va repartir vers le bas. S'il y a eu une nouvelle équipe dirigeante par là, il se peut qu'elle ait appliqué une nouvelle stratégie, donc ça c'est du passé, cette descente aux enfers, c'est du passé, et il faut se concentrer uniquement sur ici, donc il faudrait réduire considérablement et plutôt mettre sur les 10 dernières années pour avoir une trendline finalement qui monte beaucoup plus à 8%. Quoi qu'il en soit, si on descend un petit peu et qu'on met plutôt du 8% ou même du 7,8% sur les 10 prochaines années, on a une fair value qui est aux alentours de 476, ce qui est à peu près ce qu'on avait trouvé sur le tableau que j'ai fait, forcément puisqu'on a les mêmes données et qu'on a globalement une croissance quasi identique. Si je mets du 5 et quelques, on retrouve un peu la fair value qu'on avait trouvé. Forcément un growth rate après en terminal stage, si vous mettez plutôt du 2% puisque l'économie est un peu plus molle, alors oui en Europe on est plus à 2%, dans le monde on peut se balader à 3-4% en growth rate. Maintenant, je mets du 2 pour être plutôt prudent. On a quand même une fair value aux alentours de 400 €. Si on regarde ici du côté du sommaire, on a ici plusieurs valorisations. Alors ça reprend ici ce graphique plusieurs valorisations. On a pas mal de choses, on a le DCF, on a le Peter Lynch, on a le Graham. Bref, c'est une compilation de toutes ces valorisations et on voit aujourd'hui que GoFocus nous dit que c'est très sous-évalué. Attention, encore une fois, ce sont des données mathématiques, ce qui veut dire que la photo à l'instant T est sous-évaluée. Oui, mais si dans les 10 prochaines années, pendant les 10 prochaines années, toutes les ventes vont s'effondrer, alors on n'est absolument pas sous-évalué. Donc c'est un mix à avoir. Il faut avoir ces valorisations-là qui sont mathématiques, mais il faut aussi vous, de l'autre côté, tenter d'anticiper le futur et vous dire est-ce que les projections sont bonnes, est-ce que le marché demande toujours du carrying, est-ce que les ventes vont s'effondrer, est-ce que le chiffre d'affaires, les revenus, les marges vont s'effondrer, est-ce que le free cash flow va s'effondrer, et avec l'assemblage des données ici mathématiques plus votre analyse personnelle sur les projections, vous vous dites oui, je valide ce scénario et c'est sous-évalué, ou je l'aurais peut-être mis un peu plus ici parce que oui, on va vers une mauvaise période, mais globalement quand même on est très très sous-évalué par rapport à la légère mauvaise période, donc je remonte un petit peu le curseur, mais globalement vous faites votre propre avis et vous voyez si vous êtes extrêmement sous-évalué, moyennement sous-évalué, au niveau de la fair value, ou si tout le monde se plante parce que personne n'a compris que les ventes allaient chuter drastiquement et qu'en fait aujourd'hui c'est juste une anticipation de ces cours-là et que vous estimez que c'est encore surévalué comparé à la tempête qui arrive et qui va décimer complètement le chiffre d'affaires. 400 €, c'est pas mal du tout quand on sait que derrière aujourd'hui on est à 358. Attention, est-ce que ça veut dire qu'il faut se jeter absolument dessus? Non, puisque on le sait, quand en bourse il y a des excès, si on se met ici, si je camoufle ça, on voit bien qu'on est sur une énorme descente. La personne qui se serait dit ici, là, je suis sur un point bas, on a une énorme descente, j'achète ici, elle aurait fait momentanément une super plus-value, mais on voit bien qu'ici, ça redescend. Donc, d'où le proverbe ne pas acheter un couteau qui tombe. Attention, ça veut tout et rien dire. Si vous êtes sur une super société qui vous rapporte un super rendement, il faut acheter un couteau qui tombe quand c'est une magnifique société qui continue de délivrer de la valeur et que c'est juste les rumeurs qui font que ça fait chuter. Mais globalement, il faut aussi savoir que ce n'est pas au moment où vous achetez que le monde entier va se rendre compte qu'elle est basse et que ça va repartir. Vous avez 99% de chance, vous, de faire partie de la descente, parce que si vous avez acheté là, bah pour l'instant, vous avez toujours été dans le moment, dans la descente, donc vous avez eu tort, ça n'a pas repris pile poil au moment où vous avez acheté. La personne qui est ici a cru que c'était le cas, et finalement non. Donc il faut bien avoir conscience que si aujourd'hui vous vous décidez à acheter, ne vous attendez absolument pas à ce que le cours reparte d'ici demain, après-demain, voire même le mois prochain. Ça peut encore descendre, voire stagner pendant un moment, donc attention, il faut bien avoir les reins solides et il faut savoir pourquoi et il faut surtout être sûr de son investissement. Si pendant ça continue de descendre, il faut du coup connaître son dossier pour renforcer et non pas sortir parce qu'on panique, finalement on croit s'être trompé. Si on achète quand ça descend, et pour ne pas acheter un couteau qui tombe en espérant vainement un petit rebond et faire une plus-value, une culbute, c'est qu'on est sûr de son dossier, c'est qu'on est sûr de soi, c'est qu'on est sûr face au marché, face aux millions, aux centaines de millions d'intervenants, on est sûr qu'on fait le bon choix et on est prêt à renforcer dans la baisse. Et pour ça, il n'y a qu'une manière de faire, il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de potasser son dossier, de regarder les courbes, d'écouter les conférences calls, de regarder les bilans comptables, de potasser, d'aller en profondeur, de regarder les parts de marché, de regarder les perspectives, de regarder l'avis du management pour savoir si oui ou non on fait le bon choix. Et une fois qu'on a et notre fair value et qu'on peut à peu près dessiner les perspectives de la boîte, donc les gains futurs, on se positionne et si ça descend, on renforce et si ça remonte, alors ou on renforce plus légèrement ou on passe sur un autre dossier qui est sous-évalué.
J'espère vous avoir aidé un petit peu sur ce dossier et vous avoir montré un peu comment on décrasse, comment on analyse et un petit peu la méthode, la philosophie à avoir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!